Swear. De surhumain à l'évaluation. Ça veut dire quand on a 20 ans, on crache le tonnerre par devant et on pète les éclairs par derrière. En détail, je vais revenir sur mon parcours, mais je vais faire assez vite. J'ai fait 22 ans au ministère de la Défense. En fin de compte, j'ai eu une jeunesse un petit peu turbulente, on va dire. Et puis moi, j'ai trouvé la lumière avec la Marine nationale, au niveau de la Défense. J'ai devancé mon appel à l'époque, puisque je suis parti pour faire mon service militaire. Et puis je suis jamais revenu, j'ai fait 22 ans. Donc j'étais au sein de la Marine nationale, chez les fusiliers marins et commandos. Et puis j'ai fait principalement tout mon temps à Lorient, avec des départs à l'extérieur, mission extérieure. Et j'ai fini ma carrière comme instructeur au département commando, à l'école des fusiliers marins. J'ai terminé en 2006 comme instructeur à l'école des fusiliers marins. Et le ministère de la Défense avait imposé un reportage envoyé spécial qui s'appelle l'école des bérets verts. C'est la première fois que ça se faisait, donc un reportage avec une immersion totale au sein de la formation des futurs commandos. Et je suis passé, j'étais contre ce reportage au départ, puisque je voulais pas du tout participer à ce reportage. Et je suis un petit peu passé de l'ombre à la lumière avec ce reportage pour envoyer spécial. De là, la rencontre avec les gens qui faisaient le reportage, mais l'intro de production, qui avaient dans leur valise un projet de film. Et moi, j'avais donné un accord tacite, parce que je savais que je quittais la marine pour d'autres aventures. Et j'avais donné un accord tacite en me disant jamais ils feront le film. Sauf qu'ils sont revenus en 2011 me voir en me disant on fait un film. Est-ce que vous voulez venir comme conseiller tactique et technique? J'ai accepté. Ça s'est fait. On a tourné en extérieur avec Stéphane Ribojade, Memento Productions. On a fait le film Force Spéciale avec quand même Diane Kruger, Benoît Magimel, Denis Ménochet, Raphaël Personnaz, Diamond Insou. Donc c'était quand même un long métrage. C'était une belle expérience dans le conseil tactique et technique où je joue mon propre rôle dans ce long métrage. Et de là s'est enchaîné donc d'autres propositions pour le cinéma et la télévision, surtout dans le conseil tactique et technique. Et j'ai prolongé. Donc en 2013, j'ai sorti effectivement mon livre, qui est une petite partie de ma vie, une autobiographie, qui raconte surtout ma partie jeunesse et comment je suis rentré dans la marine en 2013. Et de là, j'ai enchaîné de l'écriture, beaucoup d'écriture pour du scénario et autre chose. Et participation à la première émission Garde à vous. Et aujourd'hui, toujours pareil, une coordination avec Studio 89 et M6, écriture du sens de l'effort. Et avec toujours un esprit ludique, puisque moi, on a une association qui s'appelle le Marius Team Combat, où on délivre des stages d'aguerrissement le week-end pour toute personne, toute population confondue, où on vend des modules sport de combat, des modules tir à l'arme de poing, l'arme d'épaule, des modules franchissement pour que les gens acquièrent un petit peu ce qui manque un petit peu dans cette société, c'est-à-dire la détermination, la volonté, l'aguerrissement. Et voilà, donc moi j'ai la chance, et on a la chance, notre association, d'être médiatisée. Donc le sens de l'effort, en fin de compte, n'est que que ce que je fais au quotidien avec mon association, Marius Team Combat. Le retour à la vie civile, quand on a fait une carrière au ministère de la Défense, c'est toujours très difficile, parce que quand vous ayez fait 5 ans, 10 ans, ou comme moi, 22 ans, on va dire dans les unités non conventionnelles, c'est pas péjoratif ce que je vais dire, les unités conventionnelles sont très intéressantes, mais le milieu des forces spéciales, en toute humilité, je dis ça, mais c'est vrai qu'on est un peu les enfants gâtés de l'armée, parce que beaucoup de matériel, beaucoup de moyens, mais aussi avec des missions très spécifiques où il faut un domaine, on va dire, de professionnalisme très très pointu. Nous on a la chance dans la marine d'avoir une association qui s'appelle de Brick et de Dag. La Dag pour la Dag des commandos, Brick pour le navire anglais. Et cette association, elle regroupe un peu tous les anciens de chez nous. Donc nous, dans la marine, les commandos marines, on a des associations qui nous permettent justement d'aborder, de se préparer au retour à la vie civile, parce qu'on a le rétex, le retour d'expérience de tous les anciens qui ont basculé à la vie civile. Donc voilà, donc quand on prépare ça, alors je vais vous rassurer, les premiers temps, la bascule n'est jamais facile à faire, et une fois qu'on bascule, il va falloir un certain temps pour que vraiment on s'adapte au monde civil, parce que notre éducation est faite avec énormément de volonté, de détermination,
de passion, parce que c'est un métier de passion, et des fois on a du mal à retrouver ça dans le civil, et quand on arrive avec ces idées-là, ben, les gens au départ se méfient plus, plutôt que d'adhérer. Et comme chez nous, l'exemple est le moyen d'influence, donc on fonctionne comme ça, et souvent, vraiment, la grosse difficulté pour des gens de chez nous qui partent dans le civil, c'est le fait de savoir se vendre à l'extérieur, parce que nous, on gonfle pas nos CV. Lors d'entretien, on se met pas en avant. Nous, on demande d'être pris, de faire nos preuves, et quand les gens ont constaté nos preuves, on dit ok, voilà, quelqu'un qui est intéressant pour n'importe quel secteur d'activité professionnelle, hein, que vous soyez dans la cuisine, dans la finance, dans ce que vous voulez. Mais malheureusement, le civil est différent pour ça. C'est pas une critique, hein, mais je dis simplement le civil est différent. Vous pouvez avoir des gens qui arrivent avec des CV très très gonflés, et ça se dégonfle comme le ballon de baudruche, parce que derrière il n'y a rien. Donc c'est la différence. Alors le conseil, nous on se donne avec le retour d'expérience, tous les anciens, quand on a un certain temps à l'extérieur, et ben on continue à intervenir pour les gens de chez nous qui veulent quitter, par le biais de notre association ou par des contacts, puisqu'on est très liés entre frères d'armes. Et puis on dit voilà, si demain tu vas vers ce poste-là, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut que tu demandes. Et je dirais vraiment ce qui nous pénalise à nous par rapport aux autres, c'est que nous on n'aborde jamais l'aspect financier, puisque nous on est toujours des passionnés au départ, et l'aspect financier n'est pas du tout la priorité pour nous. Voilà. Il y en a toujours un ici qui aura plus froid qu'un autre, qui aura plus sommeil, qui aura plus faim que l'autre. Je voudrais démystifier quelque chose par rapport à la peur. Celui qui dit qu'il n'a pas peur est un menteur. Tout le monde a peur. On a tous peur. Après, c'est une histoire de graduation, en fonction de qu'est-ce qu'on met dans la balance. Quand on connaît la valeur d'une vie humaine, on se dit quand on part en opération ou autre chose, que ce soit en entraînement, c'est exactement la même chose. Hein. J'ai perdu beaucoup de camarades à l'entraînement, que ce soit en parachute, que ce soit en plongée ou ailleurs. Donc voilà, la peur, on doit la quantifier. Après, si vous êtes un professionnel, que vous êtes aguerri, que vous vous entraînez, que vous donnez tous les moyens physiques, théoriques, tactiques pour arriver à la finalité qui reste l'objectif de la mission, et c'est souvent, il y a une moto qui passe, hein, moi je l'entends, mais pour le son, mais voilà, puisqu'on est en extérieur, donc je peux le préciser, mais je parlais de la peur, c'est une gestion, on a tous peur, sauf qu'on canalise notre peur, et on se dit qu'on a entraîné pour. Après, la devise des gens qui sont dans ce genre de métier ou de spécificité que sont les forces spéciales, l'objectif c'est de partir tous ensemble, de revenir tous ensemble avec une réussite à 100% de la mission. Et par rapport au civil, eh ben on peut avoir des peurs, oui, on peut avoir des peurs, on a des doutes. Hein. Celui qui n'a pas de doute, comme la peur, est un menteur. Donc, comme nous, on a été éduqués dans l'humilité et dans la remise en question, eh ben on se remet en question en permanence. Voilà. Mais quand on se retrouve, notre sas, on va dire, de décompression, c'est de se retrouver entre initiés, soit lors d'un repas, soit lors d'autres rencontres amicales, et ça nous permet d'échanger là-dessus et de faire part de chacun de nos expériences. Mais on va rencontrer autant la peur quand on sert au niveau de la défense que dans le civil, mais la graduation sera différente. Comment est-ce que vous décririez le lien que vous avez avec vos frères d'armes, ceux avec qui vous avez été en opération, ceux avec qui vous avez suivi l'entraînement? J'imagine, et on peut qu'imaginer que c'est quelque chose de beaucoup plus intense que ce que les gens vivent dans la vie de tous les jours. Le lien, enfin, l'avantage qu'on a pour ce lien avec les frères d'armes, c'est que nous, on passe tous par la même formation, quel que soit notre statut ou notre position dans un organigramme hiérarchique. Que vous soyez matelot ou que vous soyez officier, vous allez passer par le socle de base qui est le stage commando élémentaire. Là où vous allez physiquement, psychologiquement souffrir pour y arriver, et ça, ce sont les fondations qui sont indéniables pour continuer. Après, la défense, la chance qu'on a dans la défense, c'est la seule boutique où vous pouvez commencer ouvrier ou matelot et finir officier ou président directeur général si vous en donnez les moyens, parce que c'est une remise en question permanente. Là, le lien qu'on a entre nous, c'est-à-dire que souvent on n'a pas besoin de parler pour se comprendre. On se fait confiance parce qu'on a les mêmes fondations, la même base. Alors c'est un lien très fort. Moi je parle, c'est un lien de sang, c'est un lien de famille, c'est une confiance à 200%. Et c'est la vraie différence, parce que par rapport au monde, des fois au monde civil, où on rencontre de la difficulté sur cette confiance, voilà, c'est vraiment la grosse différence. Et je pense que le mot, c'est confiance, mais la confiance, elle est là par rapport à la passion et par rapport aux fondations qui sont communes. Voilà, si on devait résumer ce lien, il est comme ça, et tous ceux, on sera toujours dans l'esprit, on va toujours travailler, non pas pour soi-même, pas être égocentrique, mais on va travailler au profit d'eux, à aller chercher et tendre la main au plus faible pour la mener au niveau du plus fort.
Ça, c'est notre devise. Et donc, c'est pour ça qu'on a cette humilité au fond de nous, puisqu'on va toujours aller chercher celui qui n'y arrive pas. L'objectif, c'est de l'amener à notre niveau. Donc, les Formule 1, chez nous, on n'en a pas besoin. Donc, on ne veut pas de Formule 1, on veut des gens qui travaillent en toute confiance. Et chacun connaît sa position dans l'organigramme hiérarchique, ce qu'il a à faire. Et comme au titre du confidentiel, ce qu'on appelle le besoin d'en connaître, si j'ai pas besoin de connaître ça, j'en ai pas besoin, parce que ça fait partie de la protection ou du secret. Et quand on a compris cette mentalité et cette philosophie de la vie, c'est comme si qu'on se lève tous les matins, qu'on se dit c'est mon dernier jour et je vais en profiter au maximum. Et quand vous avez compris ça, vous avancez dans la vie normalement, tout à fait normalement. On est des gens tout à fait normaux. Aujourd'hui, la défense a mis en place, et je suis très favorable à ça, ce qu'on appelle des sas de décompression. Quand les gens rentrent d'opération ou autre chose, on passe un certain temps pour retrouver un petit peu la vie normale, quoi. Puisque de mon époque à moi, quand on partait, on pouvait partir un matin, on rentrait 8 mois après. Donc imaginez psychologiquement ou physiquement, un petit peu en fonction de ce que vous allez vivre, ou même si vous vivez rien d'extraordinaire, mais le fait d'être coupé de la normalité de la vie, c'est-à-dire que vous ne savez plus ce que c'est payer un loyer, une quittance d'assurance, vous pouvez rester coincé 1 heure devant des vitrines de magasins à Noël parce qu'il y a de la lumière. Voilà, je veux dire, les choses de la vie de tous les jours, vous les oubliez. Aujourd'hui, la défense a mis ça en place, ces sas de décompression. C'est quelque chose qui permet d'avoir un retour un peu plus souple, on va dire, à la vie normale. Mais après, ce qui va vous étonner, c'est que nous, les gens de chez nous, on a, par rapport à notre formation, cette espèce de facilité d'écraser nos données du disque dur, on va dire, et de les écraser simplement. Nous, on prend des livres sur l'étagère. Si je devais parler que de moi personnellement, je prends le livre de l'histoire de ma jeunesse, par exemple ce que j'ai raconté dans ma petite autobiographie de parcours commando, le livre de ma jeunesse, le livre de la marine nationale, mon temps passé à la défense, le livre de ma vie civile aujourd'hui, le livre de ma participation au cinéma ou à la télévision, et on fait abstraction du reste. Après, quand on se voit avec les amis ou les frères d'armes, on va échanger certes sur l'actualité en cours de ce qu'on fait aujourd'hui. S'il y en a qui sont encore dedans et qui ont envie de parler de ce qu'ils font, tant mieux. S'ils n'ont pas envie d'en parler, tant pis, on n'a pas besoin de le savoir. On n'a pas, si vous voulez, cette curiosité qui peut être gênante ou déplacée. On s'en fiche complètement. On est heureux, on ne se voit pas de 5 ans, on ne s'est pas vu, et quand on se voit, c'est comme si on s'était quitté hier. Pourquoi ? Parce qu'on a créé ce lien indéniable et cette force qui nous anime pour tous ceux qui font partie de ma corporation, quoi. Voilà. Et on n'a pas le sens critique. On est heureux pour ce que la personne va faire. Si la personne réussit, le soleil qu'elle va dégager, le soleil va chauffer tous ceux qui sont encore dans l'ombre. Et c'est une philosophie qu'on a, quoi. Donc ça serait difficile de dire, de commenter plus là-dessus. Je crois qu'on est tout à fait dans la normalité, quoi. Ce que les gens ont oublié aujourd'hui, malheureusement, avec trop de réseaux sociaux ou manque de communication ou de contact humain, quoi. Il y a ce côté gestion de la peur, on le voyait dans énormément de formations, il y avait aussi cette question de la mort où il faut s'y préparer, ça fait partie de ce qui arrive malheureusement dans l'émission. Et vous, comment vous avez fait pour vous préparer à ça et pour que finalement ça fasse partie de votre carrière aussi ? Mais on ne se prépare pas à ça, on se dit qu'on va jamais mourir, comme tous les humains, sauf que vous vous préparez physiquement et mentalement, et c'est comme ça. Demain, je peux très bien traverser la route et un chauffard va m'écraser, et puis c'est terminé. La mort, c'est un interrupteur. J'appuie sur l'interrupteur et puis c'est terminé. Après, que vous ayez une croyance en Bouddha, en Jésus, ce que vous voulez. Après, les gens peuvent s'imaginer ce qu'ils veulent derrière. Mais non, mais je veux dire, un assureur, il va vivre avec l'idée qu'il fasse signer un maximum de contrats à des tas de personnes. Un militaire, il n'a pas de stylo, mais il a une arme. Ça veut dire qu'il peut être à même de délivrer des feux, il peut être à même de s'exposer, et qu'on soit d'une unité conventionnelle ou d'une unité spéciale, ça fait partie du métier de militaire. Un marin dans la marine qui a la spécialité de manœuvrier, il ne va pas être qu'à bord des bâtiments, il fait partie aussi, il doit avoir une arme, il doit être formé à une arme, pareil que le boulanger, pareil que l'infirmier. C'est d'abord le métier de soldat, et le métier de soldat, c'est un métier des armes. Donc voilà, il faut le comprendre, il faut vivre avec. Et si on n'est pas fait pour ce genre de métier, on fait autre chose, tout simplement. Et du coup, le fait que vous soyez vraiment au plus près du danger, parce que vous étiez plus près du danger, j'imagine que certaines troupes, peut-être conventionnelles ou autres, ça, vous y êtes préparé
différemment, vous le voyez différemment, sachant que vous êtes vraiment au contact et chaque jour, c'est beaucoup plus de risques que vous prenez que des troupes conventionnelles? Le contact, c'est la préparation, l'entraînement et la préparation. Il y a des gens qui vont s'entraîner toute une vie, qui vont jamais partir dans une zone de conflit ou autre chose. Et puis c'est comme ça, et après ça dépend. Vous pouvez pas avoir de projection là-dessus. Il n'y a pas de préparation. Vous vous préparez peut-être mentalement ou physiquement. Vous préparez peut-être vos proches si demain ça doit arriver. Mais tous les camarades que j'ai pu perdre à l'entraînement ou en opération, je pense pas qu'ils aient préparé plus que ça leur destin, quoi. C'est malheureux, mais après vous ferez toujours des familles meurtries, des familles blessées, des orphelins, des veuves. C'est la vie, quoi. C'est le métier de soldat. Et vous pouvez regarder ces dernières années, on va dire les dernières générations du feu, que ce soit les unités conventionnelles ou les unités spéciales, et ben il y a des gens qui sont partis, quoi. Et voilà, et le malheur pour les familles. Mais se préparer à ça, non, on va se donner les moyens de s'entraîner au maximum et de se préparer physiquement et mentalement pour être en mesure, de ne pas s'exposer. C'est comme ça. Vous avez évoqué tout à l'heure les possibles les sas de décompression que vous avez pour éviter les possibles séquelles qu'il y aurait après une telle carrière et pour un retour à la vie civile. Mais comment est-ce que vous gérez le fait d'avoir vu des choses que nous, on n'a pas vues, des choses qui sont considérées comme presque irréelles au regard des gens de la vie civile? Mais c'est un métier, c'est difficile de dire ça, vous ne savez pas ce que j'ai vu. Vous ne savez pas, vous ne saurez jamais ce que j'ai vu. Et c'est au même titre qu'un chirurgien qui va opérer des tas de cancers tous les jours. Est-ce que c'est pour ça quand il rentre chez lui ou alors ses enfants, il dit « moi j'ai le cancer » ou il va être déprimé? Non, c'est un métier, c'est un métier. C'est un métier, vous êtes préparé à ça et aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, les sas de décompression permettent justement aux gens, si vraiment ils ont quelque chose. Avant, ça n'existait pas les sas de décompression. On se retrouvait entre nous, on pouvait échanger, boire une petite bière et puis raconter. Mais si un jour vous avez l'occasion de discuter avec des anciens qui ont fait le débarquement ou des gens qui ont vécu les conflits de la Seconde Guerre mondiale, il en reste aujourd'hui beaucoup, de nombreux anciens combattants qui sont vivants et qui ont vu des horreurs de la guerre, qu'ils soient conventionnelles ou à l'époque c'était pas les forces spéciales, mais on appelait ça les opérations combinées. Et les gens qui ont vécu ça et qui ont eu après des vies tout à fait normales. Parce que le cerveau humain est fait de cette manière. Vous êtes capable de pouvoir faire abstraction de ça. Et si vous êtes entre guillemets dans la normalité, je ne dis pas que ça ne vous laisse pas des séquelles pour certaines personnes, mais il faut justement avoir cette capacité. Et ça fait partie des tests. Les fondations, ce qu'on appelle le stage commando de base, permet de déceler justement les individus qui seront à même de faire ou de ne pas faire ce métier-là, quoi. C'est comme tout. Je veux dire, demain, la personne qui se dirige vers une carrière de chirurgien, quand elle a fait ses 5 ans ou ses 7 ans d'études, et puis si elle ne supporte pas la vue du sang, elle stoppera à un moment ses études. C'est comme ça. Il y a des facteurs qui sont déterminants pour faire ce genre de métier. Mais les horreurs, vous les avez au quotidien, les horreurs. Vous les avez dans les banlieues, vous les avez au quotidien. Demain, vous êtes assis dans le métro, il y a quelqu'un qui se fait égorger par une autre personne pour un vol de sac à main ou autre chose. Vous serez confronté aux mêmes séquelles, peut-être moins préparé qu'un militaire, mais vous serez confronté à ces mêmes horreurs. Aujourd'hui, elles existent de partout. Qu'est-ce qui fait pour moi un bon leader? Alors, moi, avec l'expérience que j'ai dans le cadre des formations, il y a des gens qui sont faits pour ça. C'est marrant à dire, mais ça existe. Il y a des gens qui sont nés comme ça, et puis ils sont leaders de naissance. Après, un bon leader, si je devais le résumer, c'est l'exemple est le meilleur moyen d'influence. Ne rien jamais devoir à quelqu'un, c'est-à-dire et toujours être en mesure de faire ce qu'on demande à faire à la personne. Ça, c'est important. Vous ne pouvez pas imposer quelque chose si vous n'êtes pas capable de le faire. Ça, c'est le rôle du leader. Et je dirais jamais d'humiliation et toujours aller dans la valorisation de l'individu. Voilà pour moi les caractéristiques d'un bon leader. Ce qu'on veut voir, c'est que vous soyez tellement sûr de vous, tellement déterminé et tellement avec une envie que personne ne peut vous déstabiliser. Alors quand vous parlez pour les femmes, c'est pas ma première expérience, hein. Avec l'association, il y a 12 ans qu'on existe avec Marius Team Combat, où on fait des stages mixtes le week-end et des stages exclusivement féminins. J'ai souhaité faire des stages exclusivement féminins parce que je vais vous dire, en 12 ans d'évolution, je me suis aperçu au départ, quand j'organisais mes stages, il y avait beaucoup de gens qui s'inventaient des vies, des militaires, je vais dire, frustrés, ou des gens qui s'imaginaient militaires mais qui n'avaient jamais fait d'armée ou simplement un an d'armée, voilà, et qui venaient à mes stages. Aujourd'hui, après 12 ans d'expérience, je m'aperçois que c'est très cosmopolite. Donc je prends le dernier stage qu'on a fait au mois de décembre, janvier, je dis bêtise, c'est janvier.
janvier, j'avais pratiquement peut-être dedans 10% de gens qui venaient de la défense, gendarmes ou policiers, et puis le reste, j'avais des personnes de la finance, j'avais des gens, des architectes, c'était vraiment tout mélangé. Et on s'est aperçu que souvent, les femmes ne venaient pas à ce genre de stage parce qu'elles pensaient que c'était vraiment misogyne ou réservé qu'aux hommes. Donc j'ai créé, depuis 12 ans, on a créé des stages exclusivement féminins. Et là, je vais vous dire honnêtement, en toute sincérité, je prends plus de plaisir à gérer un stage féminin qu'un stage masculin. Pourquoi ? Parce que les femmes en elles-mêmes ont plus de volonté, de détermination, et de suite, elles ont l'esprit de cohésion. Quand vous avez un stage exclusivement d'hommes, il y a toujours ce que j'appelle un petit peu les coqs, qui veulent prouver aux autres qu'ils sont plus forts. Les femmes, c'est le contraire. Si on part sur une course ou sur un parcours, eh ben, elles vont aller chercher la plus faible pour l'amener à leur niveau, mais naturellement, elles vont le faire. Donc voilà, j'apprécie beaucoup. Et l'expérience, j'étais très content d'ailleurs sur l'écriture de cette émission, et le fait de faire cette émission dans le sens de l'effort, que ça soit mixte. Parce qu'en fin de compte, eh ben, elles sont souvent, on parlait tout à l'heure de meneurs, les femmes sont des meneuses. De suite parce qu'elles sont plus fortes psychologiquement que les hommes. Je confirme. Si vous avez envie de vous exprimer avec moi, on peut s'exprimer. Ça ne sera pas un souci. Par contre, c'est pas moi qui va avoir mal. Alors, si vous avez l'occasion de lire mon livre Parcours Commando, vous comprendrez un petit peu les clés de mon mental en ayant une jeunesse un petit peu turbulente, l'emprise des doutes sur un avenir, comme on passe tous par là, qu'on ait 16, 17, 19, 20 ans, avec voilà, et après on se forge un caractère, quoi. Le mental, on se le forge. Moi, j'ai eu la chance d'être accueilli au ministère de la Défense. Dans la culture et la formation des fusiliers marins chez nous, le mental, c'est 80% et puis 20% le physique, c'est ce que je dis, et je l'ai compris et je me suis servi de ça. Alors en fonction du parcours de tout à chacun, quand on arrive à forger son mental, on peut soulever les montagnes. Moi, le mental est très important, et souvent les gens, c'est un manque de confiance, du doute en soi, et dès qu'on arrive à faire sauter ce verrou et ce petit déclic, eh ben, le reste suit naturellement. Quand je suis venu sur le plateau, j'ai brassé quoi? Du vent à l'extérieur. J'ai dit, vous voulez vous engager pour un stage. C'est ça que j'ai dit. Ah ouais? Me dis pas ouais à moi. Parce que d'une main, je peux t'arracher la tête. C'est bien clair, artifice? Ce qui est le plus dur quand on est formateur, si on est vraiment un être passionné et qu'on a envie d'insulfer et de dispenser nos valeurs, c'est quand les gens n'adhèrent pas, ou les gens ne réussissent pas. Quand vous avez épuisé tous les stratagèmes, toutes les techniques pour essayer vraiment que la personne réussisse et qu'elle n'y arrive pas, le plus dur pour un formateur, c'est de reconnaître et de se dire que la personne n'est pas faite pour ça. Ça, je parle au sein du ministère de la Défense. Les stages qu'on fait avec l'association, nous, on s'adapte. Parce que tout est une question de graduation. Quelqu'un qui va faire, ça peut vous paraître dérisoire, mais quelqu'un qui va faire 3 pompes, mais qui met la volonté phénoménale, il a l'impression qu'il a gagné la Coupe du Monde. Et puis quelqu'un qui fera 80 pompes à côté, mais à l'aise, eh ben, il faudra les mêmes sur le même piédestal et transversalement qu'ils soient égaux. Mais ça, l'égalité, vous allez la chercher au niveau du mental. C'est-à-dire qu'ils auront la même envie et la même détermination. Et quand on est formateur, eh ben, oui, c'est ça, la plus grosse déception, c'est l'échec ou les gens qui n'adhèrent pas. Et c'est intéressant parce que ça nous permet de faire des remises en question et de se dire pourquoi ça n'a pas marché et qu'est-ce qui n'a pas marché sur la personne. Chaque personne ou chaque stagiaire est tellement différent par rapport à son histoire, par rapport à son parcours, par rapport à ce qu'il est venu chercher. Et l'avantage que j'ai aujourd'hui avec l'association quand je fais ça dans le civil, c'est qu'on a ce qu'on appelle le retour d'expérience, où on passe beaucoup de temps en fin de stage à discuter avec les gens pour justement aller chercher ces clés et ces cartes qui nous servent dans l'amélioration des autres stages. On vous connaît sous un jour qui est généralement sérieux et généralement un petit peu strict, etc. Dans votre carrière de formateur et dans les documentaires. Qu'est-ce qui fait rire Marius? Alors moi, par exemple, je rigole beaucoup avec les films. Par exemple, je peux me marrer devant... hier, je m'amusais à regarder la cuisine au beurre avec Fernandel et Bourvil. C'est le genre de choses. Par exemple, les tontons flingueurs aussi, ça c'est des choses qui me font beaucoup rire. J'aime bien certains humoristes qui peuvent me faire rire dans leur sketch. Et voilà, je rigole des choses de la vie. Et je pense que j'ai conservé un caractère d'enfant. Moi, des fois, les animaux et les enfants me comprennent mieux que les adultes. Donc voilà, des choses me font rire. Non, mais la carapace qu'on peut avoir ou ce qu'on peut avoir en fonction de la situation ou le moment dans lequel on se trouve,
Mais après, je pense que c'est bien d'avoir aussi une protection et ça ne regarde pas tout le monde, la vie privée ou la vie personnelle. Moi, j'étais pas du tout prédisposé à être médiatisé, à être vu au cinéma, à la télévision. Donc voilà, naturellement j'ai une espèce de coquille de protection qui se met là. Et je ne suis pas, comme vous pouvez vous en douter, j'ai des plaisirs, j'ai des passions que je partage avec ceux que j'aime et ceux qui me sont proches. Et puis voilà, mais oui, je rigole, moi, d'un bon film marrant, je peux très bien rigoler et le regarder 3 ou 4 fois. Un livre ou un film que vous avez particulièrement aimé? Ça peut paraître un peu décalé, mais moi j'ai toujours aimé la saga des Rocky, donc Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, et je me souviens connaître les dialogues par cœur. Donc voilà, alors c'est sûr que ça peut faire rire certaines personnes, mais ça me dérange pas, j'assume totalement, j'ai bien aimé, je trouve que Stallone a été quelqu'un qui est parti de tout en bas, et j'aime ce côté un petit peu, peut-être qui peut sembler basique pour certains en disant c'est pas du grand cinéma, mais oui, j'aime ça. J'aime ce côté. Alors, les livres, c'est facile. Hein. Mon livre que je ne lâche jamais et que je lis en permanence, c'est l'Agakure. Hein. Donc, l'Agakure, il est en permanence avec moi. Et le grand livre Secret des samouraïs. Et puis, je l'ouvre au hasard en fonction de ma journée. Je lis une citation qu'il y a dedans et je regarde si elle correspond à ma journée ou à mon état d'esprit. Voilà. Et après, je peux être attaché à du cinéma. Ah si, il y a un film qui m'a vraiment touché, c'est $1 Million Baby. Ouais, alors ça Clint Eastwood, moi je veux dire, voilà, c'est monsieur du cinéma et ça c'est des choses qui me touchent vraiment, quoi. Une personne qui aurait changé votre vie? Une personne qui aurait changé ma vie, la personne qui a changé ma vie, c'est le jour où j'ai fait, je raconte dans mon livre, une garde à vue un peu musclée. Et je suis tombé sur un inspecteur de police qui m'a conseillé d'aller devancer l'appel pour partir faire mon service militaire et j'ai trouvé ma voie. Si aujourd'hui je dois quelque chose à quelqu'un, c'est à cette personne. Parce que la vie, elle est faite d'opportunités. On vous ouvre une fenêtre, il faut savoir la saisir. Et il faut savoir, voilà, quand un adulte vous propose, puisque moi je me considérais encore comme un préadulte ou un jeune homme à l'époque, et quand cette personne m'a conseillé ça, j'ai écouté ce conseil et je crois que ça a changé totalement ma vie, quoi. Par rapport à votre carrière et ce que vous faites aujourd'hui, est-ce que vous vous considérez comme une personnalité médiatique? Ça serait vraiment un manque d'humilité de dire que je me considère comme une personne médiatique. Moi, je fais toutes mes choses dans l'esprit que ça puisse servir aux gens et les aider pour quelque chose. Alors honnêtement, on entend les chiens aboyer, on a entendu la moto, maintenant c'est les chiens, comme ça on aura tout sur la vidéo. Mais je ne me considère pas comme une personne médiatique. D'ailleurs, je me refuse, lors des interviews ou autre chose, à donner mon avis sur des faits politiques ou autre chose. Je crois que ce n'est pas du tout à ma place. Moi, je vis une espèce de rédemption depuis que j'ai quitté la marine et ma vie passée. Je fais les choses dans l'espoir d'aider, de donner un peu de soleil à des gens qui auraient des doutes là-dessus. Et c'est ce qu'on fait dans le cadre de l'association, c'est ce que j'ai fait dans mon livre. Ce livre qui n'était pas du tout prévu pour le public, mais qui était exclusivement réservé à ma famille, en modifiant quelques passages qui semblaient vraiment trop personnels. Je l'ai mis au public exclusivement pour que ça puisse aider les gens. Et quand on a des doutes, en train de dire aux gens, ça peut vous aider, quoi. Voilà. Quand on a 20 ans, on crache le tonnerre par devant et on pète les éclairs par derrière. Si je reprenais ma phrase, on crée à 50 ans, un peu plus de 50 ans hein, quand même. Hein. Oui, et oui. Mais 53 exactement. Mais ouais, je continue parce que ce qui m'anime, c'est la passion, quoi. La passion, et tant que Dieu me garde le physique et la santé pour le faire avec la volonté, je continue toujours à m'entraîner. Et j'ai conservé ce mental et j'en ai besoin. Et c'est une espèce de drogue, mais une bonne drogue pour moi, c'est une addiction. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de cette remise en question, qu'elle soit physique. Je ne ferai pas ce que je faisais à 20 ans, c'est sûr et certain, mais par contre je continue et je suis encore capable de me prouver à moi-même que je suis en mesure d'eux, et c'est ça qui est important. Voilà. Ce qui me rend heureux aujourd'hui, c'est ça, quoi. Les chiens qui aboient, le soleil, la vie, quoi, la vie au quotidien, d'être en vie, quoi. C'est se lever tous les matins, d'être en vie. Et comme je vous l'ai dit, dans une philosophie où on se dit, c'est peut-être aujourd'hui ma dernière journée, donc j'en profite au maximum. J'ai pas de caractère taciturne
ou de caractère déprimant comme certaines personnes puissent avoir. Je pense qu'aussi j'ai réussi à basculer et à retrouver mon âme d'enfant. Et je reste émerveillé et j'en apprends tous les jours, quel que soit mon âge. Ça, c'est important.